c'est comme si tu veux construire une maison, il y a des lois à respecter. D'accord. Donc, les lois techniques à respecter. Et là, la maison مقادة solide, etc. Et là, les lois, qu'est-ce qui va arriver? La maison, elle est fragile. Un vent ou une petite, ou une pluie, etc. Et donc, malheureusement, il va être détruite. Vous comprenez? Oui, monsieur. Voilà, Oui, très monsieur. bien. Donc, Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. très bien. Donc, Yes. maintenant, غادي نرجع لهذاك السؤال اللي طرحه votre camarade tout à l'heure, c'est-à-dire le domaine d'application de la science économique. Et donc, justement, hein, donc ça me donnera l'occasion de vous donner des exemples. OK? Dans quel domaine on va utiliser toujours la science économique? Très bien. Alors, souvent, quand on pose la question à quelqu'un qui n'est pas économiste, tu lui dis, voilà, l'économie, c'est quoi? Eh ben, tu dis, l'économie, c'est l'argent. Ah, l'économie, c'est l'argent. L'économie, c'est l'entreprise. L'économie, c'est le marché. Et puis voilà. Donc, tout ce qui est en dehors du marché, de l'entreprise, de l'argent, ce n'est pas de l'économie. On ne peut pas utiliser la science économique, on ne peut pas utiliser l'analyse économique. Ou si vous voulez, l'économiste n'a rien à dire là-dessus. D'accord? Alors, ça, c'est faux. D'accord? La science économique, c'est vrai. En partie, c'est l'entreprise, c'est le marché, c'est les transactions marchandes, etc. Mais ce n'est pas tout. Donc, il y a une autre partie qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de développer comme aspect. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet d'étude de la science économique, il est très large, plus large que vous croyez. Donc, ce n'est pas uniquement tout ce qui est monétaire ou tout ce qui est marchand. Oui, monsieur. Oui, c'est Très bien. clair. Alors, vous allez me dire finalement, mais c'est quoi alors le domaine d'application de la science économique? Il a خرجنا على l'entreprise, خرجنا من الإطار l'entreprise ou le marché, يعني السوق وخرجنا من المعاملات التجارية etc. يعني اش غادي يبقى لنا؟ يعني علاش غادي ندخلوا l'économie في هذوك العلاقات الاخرين ولا في هذوك les interactions الاخرين؟ Eh bien, tout simplement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la science économique, c'est la science des choix. Et quand je dis un choix, c'est un choix économique. Et quand je dis un choix économique, ماشي بالضروره هذاك الشوا ايكونوميك راه فيه الفلوس ولا فيه عنده علاقه مع الشركات ولا عنده علاقه مع التجاره. Non. Un choix مثلا يعني عنده علاقه مع le temps par exemple, ça peut être un choix économique. علاش؟ لانه عنده علاقه مع la rareté. OK? Donc chaque fois que vous avez ou vous faites un choix dans une situation de rareté, vous faites un choix économique même s'il n'y a pas d'argent. Même s'il n'y a pas d'achat ou de vente, d'opération d'achat et de vente, etc. Même s'il n'y a pas d'échange, d'accord? Donc, du moment où tu fais un choix dans une situation de rareté, راك دخلتي المجال ديال la science économique. Et plus encore, lorsqu'il y a un coût d'opportunité, parce que lorsque tu fais un sacrifice, parce qu'on sait très bien, lorsqu'on choisit une chose, on doit renoncer à d'autres choses. Donc les autres choses, كان ممكن يعطيونا شي حاجة. On a préféré l'abandonner, on a préféré les sacrifier. Donc, le qima diyala, donc les choses qui ont été sacrifiées, c'est ce qu'on a appelé le coût d'opportunité. Donc, chaque fois que tu fais un choix dans un contexte de rareté et tu supportes un coût d'opportunité, tu fais un choix économique. Et du moment où tu fais un choix économique, donc, on peut lui appliquer la science économique. Donc, tu es drôle le majal de la science économique. C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est Très clair. bien. Alors, je prends le temps. Le temps, c'est une ressource qui est rare. Je sais très bien que j'ai 24 heures et bien, je ne peux pas faire toutes les activités dont j'ai besoin. Donc, par définition, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un choix. Donc, je dois faire un choix. Et ce choix, m'oblige à faire un sacrifice parce que quand je fais une activité, je dois renoncer à une autre activité. Par exemple, vous êtes en train de suivre mon cours de microéconomie, donc vous faites un choix d'utiliser 2 heures pour la microéconomie. Donc vous devez sacrifier les autres activités. Vous auriez pu rester chez vous, dormir, ou sortir faire du sport, ou aller travailler, etc. D'accord? Donc vous avez fait un sacrifice, un coût d'opportunité. Et par conséquent, donc la répartition du temps, comment je vais utiliser le temps, c'est un choix qui est économique. Vous comprenez? Oui, monsieur. Voilà. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, Qui est le plus convenable. Voilà. Donc, si je prends par exemple aussi l'argent, je vais dire oui, bon, l'argent, c'est rare, n'est-ce pas?
Donc, je suis en situation de rareté parce que j'ai beaucoup de besoins, j'ai envie d'acheter beaucoup de choses, mais mon argent, il est limité. Donc, je suis en situation de rareté. Je fais un choix. Ce choix, J'ai il est des économique contraintes parce en que, budget. J'ai des contraintes dans mon voilà, budget. je suis contraint par mon budget, je suis limité par mon budget, donc je dois faire un choix. Et quand je fais ou je choisis d'utiliser mon argent pour acheter quelque chose, je dois renoncer à acheter autre chose. Donc, je supporte un coût d'opportunité. Là, encore une fois, c'est un choix économique. Donc, dans ce choix-là, bien sûr, il y a de l'argent, on est d'accord. Donc, c'est un choix économique. Mais dans le deuxième cas, il n'y a pas d'argent. Mais malgré ça, c'est aussi un choix économique. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans des situations où il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'entreprise, etc., quand le choix n'est pas économique. Non. Donc, du moment où tu fais un choix dans une situation de rareté, avec un coût d'opportunité, donc tu fais un choix économique. Et à partir de là, donc, les domaines dans lesquels on peut appliquer la science économique, ils deviennent très, très larges. Donc, ce n'est pas uniquement limité à la bourse, aux entreprises, au marché. Donc, ça concerne beaucoup de domaines, même les domaines, ce qu'on appelle des relations sociales. Les relations sociales où normalement il n'y a pas la logique de l'argent, la logique monétaire, eh bien, on peut leur appliquer la science économique. Et donc, justement, hein, donc, il y a un auteur un économiste, pardon, qui s'appelle Gary Becker. C'est un économiste américain qui a justement gagné le prix Nobel en 1992. Il était le meilleur économiste. Alors, je rappelle, hein, donc la récompense, elle est annuelle, mais on ne récompense pas juste l'économiste pour ses travaux de cette année-là. Par exemple, si tu as par exemple, Gary Becker qui a gagné le prix Nobel en 92, ce n'était pas la récompense de ses travaux en 92, c'était la récompense de ses travaux depuis des années. Lui, il a commencé dans les années 50. C'est pour ça qu'il est très, très difficile de gagner le prix Nobel. Pour le gagner, il faut que tu fasses au moins 20 ou 30 ans de recherche. Et à un moment donné, à une année, donc on se rend compte que finalement ces recherches elles sont très importantes, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on va les récompenser. Mais derrière, il y a 10, 15, 20, 30, et parfois il y a même des économistes qui sont morts, d'accord? Et c'est après leur mort qu'on va les récompenser, d'accord? C'est-à-dire pour tous leurs travaux pendant leur vie, etc. Donc c'est pour ça qu'il est très, très difficile. Alors lui, il a été mort, je crois qu'il était décédé en 2014, mais il a gagné le prix Nobel en 1992 pour tous ses travaux depuis les années 50. Ça veut dire 42 ans de recherche pour être récompensé, voilà, en 1992. Alors, cet économiste, pour moi personnellement, je crois que c'est l'économiste le plus important après les années 50, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'économiste le plus important qui a contribué à faire avancer la science économique. Et c'est pour ça que si vous avez le temps, etc., il faut chercher sur Internet. Il a beaucoup de bouquins, etc., des articles. Il est très, très intéressant parce qu'il a révolutionné la science économique. C'est lui qui a ouvert la science économique sur tous les autres domaines, c'est-à-dire d'autres disciplines comme la criminologie, comme la politique, comme la famille, l'éducation, etc., la discrimination, plusieurs thèmes qui relevaient un petit peu des disciplines sociales comme la sociologie, etc., ou la psychologie. Lui, il a réussi à les intégrer dans la science économique. Donc, c'est pour ça que son apport et sa contribution ils sont très, très, très importants. Alors, donc, on va prendre des exemples, justement, et je vais vous démontrer comment la science économique, eh bien, ça ne se limite pas uniquement à tout ce qui est achat, vente, marchand, monétaire, etc., et on peut les appliquer dans des domaines de relations sociales. Alors, Gary Becker, donc, justement, il avait commencé par l'époque la discrimination raciale, hein, donc c'était à l'époque dans les années 60, 70. Et effectivement, hein, donc il essaie de proposer des solutions à ce problème social. C'est un problème social, la discrimination raciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises ou les chefs d'entreprises blancs, ils ne voulaient pas, par exemple, faire travailler les Noirs américains. D'accord? Il y avait une ségrégation, une séparation, c'est-à-dire que les cafés dans lesquels rentrent les Blancs, ils étaient interdits aux Noirs. Les bus, par exemple, hein, donc les Noirs, ils n'avaient pas le droit, par exemple, à la limite, ils peuvent monter dans le bus, mais ils n'avaient pas le droit d'avoir une place, ils ne peuvent pas s'asseoir.
Ils doivent rester debout jusqu'à la fin de leur trajet. Et ainsi de suite. Donc, ils étaient exclus de pas mal de choses. Et justement, hein, donc, Gary Becker, pour essayer de convaincre les entreprises, lui, il a pris le cas des entreprises. Il a essayé de leur expliquer que finalement, si les entreprises discriminent les Noirs, ils peuvent subir des inconvénients. C'est quoi l'inconvénient? Eh bien, il y aura des entreprises qui peuvent embaucher les Noirs. Voilà, ils peuvent embaucher les Noirs avec un salaire moins cher que ces entreprises qui sont racistes. Et comme ces entreprises, ils vont payer moins de salaire, ils vont être plus compétitifs. Donc, ils vont se développer plus en embauchant et en faisant travailler les Noirs. Et les entreprises qui sont racistes, ils vont devenir moins compétitifs, ils vont perdre des clients, ils vont sortir du marché. Et donc, économiquement parlant, il essayait de montrer que le racisme, il était mauvais, non seulement pour les Noirs qui en étaient les victimes, mais aussi pour les entreprises qui étaient racistes. Pourquoi? Parce que ça va leur faire subir des coûts supplémentaires, notamment de travail, en produisant plus cher, et donc dans un marché où il y a de la concurrence, etc. Donc, ils vont être écartés ou évincés par les entreprises moins chères et qu'elles, ils vont faire travailler les Noirs américains. Voilà, donc ça c'est un exemple, il a commencé par ça. Après, il a élargi aussi donc, le raisonnement à l'économie de la famille. Donc, il a appliqué les outils d'analyse économique à la famille, aux relations